Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire le bilan du conflit qui a opposé l'Inde et le Pakistan avec un objectif, comprendre qui a vraiment gagné la confrontation sur le terrain, mais on va aussi devoir faire un décryptage sur la guerre du narratif puisque l'on a été inondé de désinformation par les deux camps, avec accessoirement une victime collatérale, c'est le Rafale, et plus généralement les technologies françaises de défense qui ont subi des attaques coordonnées de la Chine, de la Russie, mais aussi des États-Unis. Je vais aussi vous révéler des documents internes à l'armée que j'ai réussi à récupérer et qui vont nous permettre d'y voir plus clair, et de comprendre lequel des belligérants a subi les plus grosses pertes, mais aussi pourquoi et comment un Rafale a été perdu et comment cet événement a été amplifié. Avant de continuer, un petit mot de notre partenaire grâce auquel on peut faire ces vidéos. Et notre partenaire aujourd'hui, c'est Inconi. Est-ce que vous aimeriez être surveillé ? Est-ce que vous aimeriez que des entreprises ou des États sachent tout sur vous, vos revenus, votre état de santé, ce que vous mangez, vos amis, les anniversaires, les marques des vêtements et les films que vous regardez? Vous aimeriez pas ça? Pourtant, on l'accepte tous les jours avec ce qu'on appelle les data brokers. Ces entreprises qui vont récupérer des informations sur nous, d'une manière légale en général, en suivant nos habitudes de navigation, en surveillant nos habitudes sur les médias sociaux, parfois même en enregistrant des informations à notre insu via notre téléphone portable qu'on a toujours sur nous, et ils peuvent même exploiter des fuites de bases de données contre nous. Parce que toutes ces informations, ils vont les utiliser pour pouvoir les vendre, par exemple pour faire évoluer le prix de nos assurances, le taux d'intérêt de nos emprunts, les prix des produits et des services qu'on va aller chercher sur Internet, mais en vendant aussi nos informations à des démarcheurs. Donc le harcèlement téléphonique, les pubs intrusives, tout ça, c'est à cause des data brokers. Vous pouvez pourtant vous en faire disparaître pour qu'ils vous oublient avec Inconi. Moi, depuis 2 ans que je me suis inscrit, ils m'ont fait disparaître de plus de 200 bases de données, puisque la loi nous permet justement de nous faire disparaître de ces bases de données. Simplement, on ne l'applique pas, on ne sait pas dans quelle base de données on est enregistré. C'est un travail à temps plein qui m'aurait pris des dizaines et des dizaines d'heures. Donc, suivez le lien qui est en commentaire de cette vidéo, inconi.com/titelman, profitez d'une super réduction et retrouvez enfin votre liberté. Vous n'aurez jamais dû la quitter. Allez, on retourne à notre sujet. Pour bien comprendre le problème, il faut d'abord faire un bilan de l'opération Sindoor, qui a été menée à l'origine par l'Inde contre 2 groupes terroristes positionnés sur le sol du Pakistan, qui ont déjà organisé des attentats par le passé en Inde. Alors je vous vois déjà venir en commentaire pour prétendre que c'est faux, sauf que l'ancien président pakistanais Pervez Musharraf a admis que les services de renseignement de son pays avaient soutenu des groupes terroristes opérant en Inde, et notamment Lachmir-e-Taiba, qui avait commis les attentats de Bombay en 2008, et dont une branche a revendiqué les attaques sur des touristes dans le Cachemire, qui a fait les 26 morts le 22 avril dernier et qui a provoqué donc cette réponse de la part de l'Inde. Donc l'Inde a entrepris une campagne de bombardement sur le territoire pakistanais contre des sites terroristes. Mais quand on parle de 2 pays qui ont l'arme nucléaire et pour éviter toute escalade, l'Inde aurait directement averti le Pakistan des opérations qui étaient à venir, et ça j'ai directement lu dans des documents internes au ministère des Armées, et c'est également repris par la presse indienne dans lequel il y a des politiciens qui confirment cet élément. Je répète quand même cette information qui est cruciale, l'armée indienne a préparé une campagne de bombardement ciblée sur des sites bien identifiés, bien définis, et elle a averti le pays qui allait subir ces attaques, pour que celui-ci ne pense pas que c'était une attaque était dirigée contre lui. Et en effet, l'Inde va s'interdire les 2 options qui sont d'habitude mises en œuvre dans une pareille situation, c'est-à-dire qu'elle va s'interdire de pénétrer l'espace aérien pakistanais en volant en très basse altitude afin de conduire une opération discrète, et dans le même temps, elle va s'interdire de frapper toute infrastructure militaire pakistanaise pour éviter toute escalade. Donc on va quand même souligner que c'était un pari qui était pour le moins audacieux de la part de l'Inde, puisque forcément ils attendent alors que le Pakistan les laisse conduire leurs opérations sans interférer, alors qu'on parle quand même de réaliser des opérations de bombardement sur leur territoire. Et dans la nuit du 6 au 7 mai, les Indiens font décoller 60 à 70 avions, notamment des Rafales chargés des missions de bombardement, et les Sukhoi 30 qui doivent assurer la protection aérienne, et apparemment des MiG-29 qui sont restés plus en retrait en support. Le Pakistan, de son côté, il a organisé une véritable embuscade contre l'aviation indienne, en positionnant sa défense aérienne le long de sa frontière et en faisant décoller une 40aine d'avions de chasse, principalement des J-10C chinois et le JF-17 sino-pakistanais, mais aussi probablement des F-16, et le tout est coordonné par l'avion radar Saab 2000, qu'il possède également depuis quelques années, et tout cela a conduit à la plus grande confrontation air-air de l'histoire moderne, dont on ne peut retenir qu'une chose, l'Inde aurait perdu au moins un Rafale.
Alors en réalité, chaque camp fait des annonces, le Pakistan affirme avoir abattu 6 chasseurs indiens, dont 3 Rafales, et l'Inde reconnaît de son côté qu'il est normal de perdre des avions dans une mission si risquée, même s'il ne communique pas de chiffres, mais il n'y a toujours aucun élément qui permet aujourd'hui d'affirmer que plus d'un avion a été détruit. On sait qu'il y a au moins un Rafale qui a été abattu, mais c'est d'autant plus compliqué que de très nombreuses images d'archives ou des images générées par intelligence artificielle ont été partagées, et d'ailleurs le Pakistan a même diffusé lui-même des images de jeux vidéo sur ses canaux officiels pour tenter d'accréditer ses pertes, et tout cela rend évidemment très complexe l'analyse des informations qu'on peut collecter en source ouverte. Ce que l'on sait concrètement, c'est que l'Inde peut prouver le ciblage réussi de 9 sites qu'elle souhaitait viser dans la première nuit, en utilisant notamment des missiles de croisière Scalp et des bombes guidées Hammer, fournies par la France et tirées par le Rafale, ainsi que les bombes Spice lancées par les Sukhoi 30. Alors ce qu'on sait, c'est que effectivement toutes les infrastructures visées sont effectivement prouvées détruites, et la réponse du Pakistan, elle va être de prétendre qu'il ne s'agissait pas de sites terroristes, et que l'Inde a notamment tué 13 civils dont 2 enfants dans la mosquée de Bahawalpur, sauf que le storytelling pakistanais va vite s'effondrer. D'abord, il ne s'agit pas d'une simple mosquée, mais d'un véritable complexe, et l'Inde partage des images satellites du site qui montrent notamment qu'il a doublé en superficie depuis 2022, avec l'installation d'infrastructures militaires, dont notamment des postes de garde. Ils vont aussi rappeler que ce sont des documents fonciers pakistanais qui prouvent que le terrain a été acquis par la famille des terroristes, et que le site est carrément administré par le neveu du fondateur du groupe terroriste GEM. Il y a aussi de nombreux enregistrements qui prouvent que le site soutient une idéologie djihadiste qui prône une conquête de l'Inde, avec la présence régulière de la famille du fondateur du groupe encore une fois, donc c'est difficile quand même de prétendre que c'était juste une mosquée avec uniquement des civils qui passaient par là qui ont été tués, mais la plus grosse erreur de communication du Pakistan, c'est que le chef du groupe terroriste a confirmé lui-même qu'une dizaine de membres de sa famille, membres du groupe, ont été tués dans la frappe, ce qui confirme du coup l'efficacité du ciblage, mais en plus ils ont organisé une cérémonie d'enterrement directement dans le stade de la ville, en présence des terroristes identifiés comme tels, et surtout avec des officiers pakistanais, le tout avec le drapeau du pays sur les cercueils, donc tout cela, évidemment, ça rend difficile de soutenir la thèse qu'il s'agissait juste, c'est pas des terroristes, c'est des gens qui passaient par là, ou alors que c'est simplement une mosquée, et le fait de prétendre qu'il n'y a pas de terroristes au Pakistan, ni de lien entre les pouvoirs publics et les groupes terroristes, tout en organisant cet enterrement avec des officiels, évidemment, ça tient pas à la route. Donc sur ce point, très clairement, l'Inde peut se satisfaire des résultats qu'elle a obtenus, même s'il y a eu très certainement des victimes civiles collatérales, mais quand le ministère de la Défense pakistanais a été interrogé devant l'Assemblée nationale pour connaître les raisons de l'inefficacité de leur défense aérienne, il a simplement dit que la défense aérienne n'avait pas tiré afin de ne pas révéler sa position. Donc c'est absolument grotesque évidemment comme excuse, mais donc sur le plan du ciblage, en tout cas, le storytelling pakistanais est complètement mis à mal. Dans le domaine aérien maintenant, le Pakistan prétend avoir abattu 5 voire 6 avions indiens, mais au sol on a pu prouver que 3 sites sur lesquels des débris ont été retrouvés. Le premier se trouve à Pampore, où les images ont finalement montré qu'il s'agissait simplement de réservoirs largables dont les Mirage 2000 ou les Rafales peuvent se débarrasser une fois qu'ils sont vides, une fois qu'ils ont fini leur mission, et le but c'est de gagner en manœuvrabilité. Donc le fait de retrouver ces débris au sol ne veut pas dire qu'il y a eu un accident d'avion, et donc il reste 2 images. Un morceau de moteur de Rafale et un débris comprenant un missile Mika français qui est attaché à son aile. Donc on ne connaît pas la distance entre ces 2 prises de vue, et ils peuvent donc correspondre soit à 1, soit à 2 avions, mais puisqu'il y a des débris identifiés comme ceux d'un Rafale, on peut confirmer qu'au moins un Rafale a bien été abattu, et donc je vous renvoie vers la vidéo précédente que j'avais réalisée sur la chaîne pour voir un petit peu les analyses de cette pièce. Mais dans tous les cas, on a au moins 1, voire 2 avions qui auraient été abattus par les Pakistanais. Donc suite à cette première nuit d'affrontement, le Pakistan il va organiser vraiment une excellente conférence de presse avec des enregistrements audio des échanges entre les pilotes indiens qui accréditent du coup leurs propos, et ils prétendent en particulier que les contre-mesures du Rafale n'ont pas été capables de mettre à mal le missile chinois PL-15 qui est tiré par les avions de chasse J-10, sauf que l'on a justement retrouvé certains exemplaires de ce fameux missile PL-15 totalement intact, ce qui signifie bien que les avions visés ont été en mesure de se défendre, voire même de faire dysfonctionner le missile, jusqu'à réussir à désactiver leur système d'autodestruction, et les Indiens organisent de leur côté une conférence de presse, et ils présentent notamment des débris d'un Mirage, puisque les Pakistans opèrent des Mirage 3 et des Mirage 5,
Et ces images sont apparemment inédites, donc il y aurait bien eu des échanges de tirs et des destructions dans les deux sens, même s'il n'y a absolument aucune preuve, aucun élément qui puisse accréditer cette thèse d'une perte du côté du Pakistan, en dehors des images officielles indiennes. Donc on a quand même des militants indiens qui vont aussi générer une vidéo qui a été générée par l'intelligence artificielle avec ce général qui annonce la perte de 2 JF-17, et vous voyez ici la vidéo truquée et la vidéo originale, et c'est pour ça qu'on a des bilans qui sont très exagérés dans les deux camps, c'est que ces fausses informations, ces fausses images ont été aussi reprises dans la presse officielle. En tout cas, après ce premier échange de tirs aériens, il y a plusieurs campagnes de tirs d'artillerie et de drones kamikazes. D'abord le Pakistan qui aurait lancé 3 à 400 drones sur 36 sites indiens le 8 mai. Il s'agit de drones Azizgard, Songar, qui sont d'origine turque, et le chiffre est probablement surévalué au regard des débris retrouvés et des dégâts qui ont été observés au sol, tandis que de leur côté, les Indiens lancent des drones israéliens Harop et des drones polonais Warmate, mais pendant 2 jours, on va surtout voir des échanges de drones avec des accusations croisées d'escalade et de la présentation de débris sans avoir vraiment de dégâts avérés importants au sol. Mais c'est le 10 mai que la tension va vraiment augmenter quand l'Inde accuse le Pakistan de lancer des missiles balistiques Fateh, et on a même des débris qui sont effectivement retrouvés, et c'est officiellement cette attaque qui va entraîner le retour de la chasse indienne, avec cette fois des missiles Scalp lancés par les Rafales, mais aussi des missiles Brahmos qui sont développés par l'Inde et la Russie, et qui sont lancés depuis les chasseurs Sukhoi 30. Donc le chef d'état-major de l'armée indienne, il affirme d'ailleurs le 31 mai qu'ils ont pu comprendre l'erreur tactique qu'ils avaient commis et qui avait conduit à perdre au moins un avion dans la première nuit d'attaque, et qu'ils ont pu y remédier, la corriger, puis relancer l'opération en faisant à nouveau voler tous leurs avions, et ça pour conduire ces frappes à longue distance. Donc là, ils relancent vraiment une campagne aérienne qui est bien plus ambitieuse, avec un retour de la chasse et un ciblage qui est plus large, c'est-à-dire sur tout le territoire pakistanais, et contre des objectifs militaires qui sont beaucoup mieux défendus, évidemment, que des simples installations terroristes telles qu'elles avaient été visées dans la première phase. Ce qu'on peut prouver en OSINT, c'est-à-dire les informations qu'on a en source ouverte, c'est qu'on a au moins une douzaine de sites qui seront touchés, avec des preuves de succès via des vidéos qui sont tournées au sol, directement par la population pakistanaise, des photos sur les bases pakistanaises, comme ici sur la base de Shahbaz, où l'on voit le hangar des F-16 qui est largement endommagé, et il y a enfin des images satellites avec les équipements détruits, comme par exemple ici le centre de coopération et de coordination des opérations, il y a des critères au milieu de plusieurs pistes des aéroports, et il y a également des bunkers souterrains qui sont visés, comme ici, sur la base de Mourid. À côté des infrastructures, il y a également le domaine aérien, et les Indiens affirment avoir détruit plusieurs avions pakistanais, mais il y en a un qui est particulièrement important, c'est l'avion radar AWACS SAB 2000. On sait que son hangar a effectivement été détruit grâce aux images qui ont été partagées, mais il y a aussi la confirmation de cette perte par un ancien maréchal de l'air pakistanais, c'est-à-dire un général 3 étoiles, donc l'information est très crédible, et là c'est vraiment une perte d'un appareil qui est stratégique pour le Pakistan, puisque c'est cet avion qui détecte les appareils ennemis, qui peut désigner des cibles pour, par exemple, les missiles AMRAAM qui peuvent être tirés par les F-16. Et à côté de ces pertes des chasseurs, il y a également, par exemple, les drones Bayraktar TB2 pakistanais qui auraient été détruits, avec ici, on voit la base qui les abrite. On n'aura certainement, probablement jamais la réalité des dégâts qui ont été occasionnés à l'infrastructure et aux avions pakistanais, mais en tout cas, cette deuxième campagne aérienne indienne, elle a plus entraîné à la moindre perte de chasseurs, et même le Pakistan ne revendique plus aucune destruction des avions qui ont été utilisés par l'Inde, tout en ayant des conséquences bien plus importantes pour le Pakistan, avec des frappes à plus de 300 km dans la profondeur. Et pour le coup, c'est plutôt l'efficacité de la défense aérienne chinoise qu'utilise le Pakistan, les HQ-9, qui est remise en cause, d'autant qu'il y a des images qui n'ont toujours pas été confirmées, mais qui montreraient qu'au moins un système HQ-9 aurait été détruit. Donc le soir même, le Pakistan lance pour sa part des frappes contre 4 bases aériennes et un site militaire indien, en ciblant plus spécifiquement le stockage des missiles Brahmos, qui sont les missiles hypersoniques qui sont lancés par les Sukhoi 30, et un système de défense anti-aérien S-400 d'origine russe que les Indiens ont acquis il y a quelques mois. Et notamment, ils ont réalisé ça, ils le disent, avec l'utilisation des missiles de croisière CM400 AKG, qui sont lancés par les JF-17 sino-pakistanais, qu'ils présentent sur ces images, mais la majeure partie de cette attaque était constituée une fois de plus de simples drones.
Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que cette attaque pakistanaise devait à l'origine être bien plus massive, sauf que les bases du pays ont été touchées par l'Inde juste au moment où leurs appareils devaient décoller, donc empêchant la bonne tenue des opérations, et cette information elle a été révélée directement par le Premier ministre pakistanais en personne le 29 mai dernier, lors du sommet de Lachin, dans lequel le Pakistan, l'Azerbaïdjan et la Turquie se sont réunis, et il a même reconnu que les systèmes d'alerte pakistanais n'ont même pas vu les missiles arriver. Et cette transparence, elle est assez étonnante quand on considère la gravité de cette défaillance, surtout qu'une des bases aériennes touchées se trouvait quand même à moins de 2 km du stock de missiles nucléaires pakistanais. Donc c'est vraiment une défaillance globale, effectivement, sur les cibles qui ont été visées, mais également sur la crédibilité de la dissuasion pakistanaise. D'autant que, en plus de tout ça, les annonces de succès avancées par le Pakistan vont rapidement se dégonfler, car le Premier ministre indien s'est rendu directement sur la base visée par les Pakistanais afin de poser devant le système S-400 et montrer que celui-ci était toujours intact. Et pour ce qui est des infrastructures de stockage des missiles BrahMos, il n'y a aucune preuve qui a été avancée par le Pakistan, ni en source ouverte. Donc, quoi qu'il en soit, on voit qu'on a une opération militaire qui se termine par un cessez-le-feu, mais avec un bilan qui est ultra positif pour l'Inde, qui a réussi à frapper un grand nombre d'objectifs stratégiques dans la très grande profondeur pakistanaise, et le tout en ne subissant que peu de dégâts sur son sol, et en ne perdant, jusqu'à preuve du contraire, que 1 ou 2 avions, et en tout cas un Rafale. Et donc, au passage, on peut remarquer que si les Indiens avaient voulu prouver que l'avion BS-001, dont des débris ont été retrouvés, n'a pas été abattu, eh bien ils auraient pu simplement faire des photos devant l'avion pour prouver qu'il était encore là. S'il n'y a pas eu de photos, a priori, ça confirme bien que l'avion a bel et bien été détruit. Pour le Pakistan, évidemment, le bilan il est bien moins reluisant. Ils ont perdu des infrastructures critiques et plusieurs chasseurs, ainsi que leur avion radar le plus stratégique. Ils ont plusieurs bases aériennes qui sont hors de combat. Sa défense aérienne n'a pas été en mesure d'intercepter les missiles, sauf quelques missiles balistiques Prithvi 2 de 300 km de portée, dont aucun des tirs indiens n'aurait touché son objectif. Et pourtant, ce que la plupart des gens retiennent de cette guerre, c'est que 1 ou des Rafales ont été abattus. C'est-à-dire qu'il y a cette guerre de communication qui va s'installer pour faire oublier la contre-performance pakistanaise et qui va particulièrement cibler la France, d'abord pour le Rafale, mais ensuite plus globalement pour tout ce qui est matériel militaire français. Donc, vous connaissez le narratif qui est porté par le Pakistan et la Chine. Le Rafale a été mis en échec par le binôme J-10C missile PL-15, et dans cette campagne de communication, ils vont recevoir le soutien de tous les ennemis du Rafale. Donc, ils vont par exemple prétendre que la France a exigé que l'Inde retire ses Rafales du combat, après les pertes du premier jour, puis ils vont lancer des rumeurs comme quoi la France refuse de laisser l'Inde configurer librement l'avion pour l'adapter à la situation, et enfin, il y a un journal russe, largement repris ensuite, qui affirme que l'Indonésie aurait annulé sa commande de Rafale suite aux présumées contre-performances de l'avion au Pakistan. Sauf qu'aujourd'hui, le fameux document que j'ai en ma possession, il souligne au contraire que l'attaché de défense indien à Paris a souligné l'efficacité et la pertinence du matériel français, et non seulement l'Indonésie n'a pas annulé son contrat de Rafale, mais depuis l'événement, elle a au contraire acheté encore des Rafales supplémentaires, ainsi que des frégates, des sous-marins et des canons César, ce qui évidemment est plutôt un signe de confiance dans le matériel français, contrairement au storytelling qu'ils ont cherché à imposer. En dehors du Pakistan qui cherche à imposer son narratif pour faire semblant qu'ils ont remporté une victoire face à l'Inde, et de la Chine qui cherche de son côté à montrer sa supériorité sur le matériel technique, il y a en fait tous les réseaux qui vont s'activer, notamment on voit les Iraniens qui vont essayer de faire passer l'image d'un mauvais avion alors que les Émirats Arabes Unis ont acheté 80 appareils, en se souvenant déjà qu'à la fin de l'année dernière, ils avaient diffusé une vidéo en intelligence artificielle, une fausse vidéo de Al Jazeera dans laquelle ils annonçaient l'annulation du contrat suite à l'interpellation en France du fondateur de Telegram. Évidemment, c'était faux, mais également les États-Unis qui ont largement poussé l'événement dans les pays où ils essaient eux-mêmes de vendre leurs propres appareils, à commencer par l'Inde, dans lequel il y a le contrat MMRCA qui doit aboutir à la vente de plus d'une centaine d'avions, et le Rafale évidemment en lice, mais on parle aussi de l'Indonésie, dans lequel les États-Unis espéraient gagner le deuxième contrat qui a été remporté justement par le Rafale, ou encore en Colombie, où les USA ont déjà bloqué la fourniture des moteurs pour empêcher le pays de choisir les avions de chasse Gripen suédois, et où ils cherchent désormais à décrédibiliser le Rafale.
Donc ensuite, évidemment, on retrouve toujours la Russie. Elle cherche simplement à retrouver les positions qu'elle a pu perdre. En Indonésie, en Égypte, les pays qui avaient acheté du Sukhoi 35 à l'origine, contrat qui avait été annulé par ces pays à partir du moment où la Russie n'avait plus accès aux pièces détachées fournies particulièrement par la France, et donc leur Sukhoi 35 n'était plus à la qualité qu'ils voulaient, et donc ils avaient abandonné l'avion pour passer sur la Rafale. Et puis l'Inde, qui était quand même le premier acheteur de matériel exporté par la Russie, et dans lequel ils cherchent à récupérer leur place, mais malheureusement pour les Russes, déjà le Sukhoi 57, les mauvais coups du Sukhoi 57, qui je vous rappelle, les Indiens l'ont dit eux-mêmes, que l'appareil ne serait jamais à la hauteur des besoins des Indiens, et c'est pour ça qu'ils s'étaient plutôt tournés vers le Rafale. Surtout que vous avez un ancien conseiller auprès de la défense indienne qui a carrément affirmé que la technologie russe n'était plus au niveau nécessaire pour répondre aux exigences de l'Inde. Et d'ailleurs, vous voyez bien que les Indiens ne se privent pas de communiquer les résultats des entraînements au combat aérien où le Rafale bat systématiquement le Sukhoi 30, alors que l'avion, le Sukhoi 30 est normalement dédié à la défense aérienne du pays. Et les Russes ont d'ailleurs même proposé une autre option en essayant de vendre des bombardiers stratégiques Tupolev 160M à la fin de l'année dernière à l'Inde, sauf que l'Ukraine, pas de bol, a visé et endommagé l'usine 2 mois après cette proposition. Bref, vous l'aurez compris, non seulement l'Inde, elle est satisfaite du Rafale, elle le fait savoir, elle reconnaît que la perte initiale, c'est bien lié à une erreur de planification de leur part et qu'ils ont pu corriger cette erreur d'utilisation initiale. L'analyse des missiles PL-15 chinois qui ont été récupérés intacts par l'Inde, notamment, a priori, grâce à l'efficacité du système de défense du Rafale lui-même, eh ben, ça va permettre à l'Inde de réduire encore l'efficacité du PL-15, surtout que la France et le Japon vont probablement être impliqués dans l'analyse du PL-15 pour, encore une fois, améliorer les contre-mesures qui sont utilisées par nos avions. Donc, globalement, je pense que, très clairement, l'Inde n'a pas gagné la guerre de communication, elle n'a pas brillé dans ce domaine-là, contrairement au Pakistan, dans un premier temps, que le Pakistan a surexploité ce succès ponctuel d'avoir abattu un avion pour essayer de faire disparaître et de faire oublier tous les échecs qu'ils ont subis par le passé, et donc que le Rafale est une victime collatérale de la volonté pakistanaise d'essayer d'imposer un autre storytelling que celui des pertes qu'ils ont subies, et alors que, à l'inverse, l'Inde l'a remporté, notamment grâce au Rafale, qui est son fer de lance, et dont la flotte va encore se renforcer avec l'arrivée de la version navalisée qui va équiper ses porte-avions, et pourquoi pas prochainement avec encore un approfondissement de la coopération, avec ce fameux gros contrat qui va peut-être arriver, mais surtout la création sur place d'une chaîne d'assemblage au profit du Rafale, puisque en France, la ligne est déjà saturée, on n'a pas la possibilité d'en créer une deuxième, et ça permettrait justement aussi de répondre aux besoins d'autres pays, futurs acheteurs du Rafale, et là j'ai des signes, des prospects qui sont relativement encourageants, et ça on le verra dans les prochains mois, mais vous verrez, le Rafale, contrairement à ce que les Chinois et les autres ont essayé de prétendre, c'est un avion qui brille, qui continue à remporter des contrats et qui a encore un bel avenir avec des évolutions, le standard F5, les drones de combat qui vont l'accompagner, et il va être pertinent au moins jusqu'à 2060-2070, en combinaison évidemment avec le SCAF à partir de 2045, mais c'est un appareil qui a vraiment encore un grand avenir devant lui, et c'est certainement pas les Chinois avec le J10 et le PL-15 qui vont lui faire de l'ombre. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt.